Monsieur, bonsoir. Au menu de questions éco ce soir, le secteur immobilier entre diagnostic et appel renouvelé à la réglementation de la profession d'agent immobilier. L'expert Mohamed Lehellou répondra à nos questions, notamment sur cette crise sanitaire qui a affaibli le secteur, mais des signes de reprise solide ont pu redonner espoir, mais jusqu'à quand? Rappelons que l'immobilier contribue à hauteur de 7% au PIB national et emploie plutôt pas moins de 1 million de personnes. Il faut surtout noter qu'un tiers de l'encours global des crédits qui vont à l'économie marocaine vont au secteur immobilier, tous segments confondus. Un poids conséquent et révélateur de la santé de notre économie dans sa globalité. Et d'ailleurs, le segment lié au pouvoir d'achat est celui qui essuie les plus lourdes pertes. Pourtant, l'encours des crédits bancaires alloués au secteur de l'immobilier a augmenté de 2,3% au début de l'année, hausse l'a dit atténuée par le retrait de ceux attribués à la promotion immobilière. Alors faut-il considérer la prolongation au-delà de juin des avantages fiscaux prévus dans la loi de finances 2021, quand bien même il persiste toutefois des maux qui affectent le secteur bien avant cette pandémie. On en parle donc ce soir en compagnie de notre invité. Bienvenue à toutes et à tous. Et j'ai à présent le plaisir d'accueillir par Skype Mohamed Lehellou, expert en immobilier, fondateur de l'Association marocaine des agences immobilières et président du pôle immobilier du club des dirigeants. Bonsoir Mohamed Lehellou, merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Yassine, ravi de vous revoir dans cette émission et j'espère qu'on passera un moment qui peut nous donner beaucoup d'éclaircissements et merci pour l'invitation et merci pour l'invitation. On compte bien justement éclaircir quelques points très flous par rapport à cette situation et notamment, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de reprise en sachant que la crise n'a pas touché à l'appétit pour le secteur immobilier puisque on vient de l'entendre, je l'ai rappelé dans mon intro, il y a une hausse de l'encours des crédits bancaires, notamment pour l'achat les crédits habitat, donc pour l'achat d'un bien immobilier. Donc finalement, cette inscription à la hausse est synonyme de reprise d'achat d'habitat ou d'habitation. Non, moi je reviens à cette crise. Moi je ne veux pas parler d'une crise, vraiment une crise. Tout ce que je pourrais dire avant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que d'abord, le secteur de l'immobilier, il représente 7% du PIB et il représente 1000 emplois, c'est-à-dire il est 1000 emplois pour ce secteur. 1 million. Un million d'emplois. 1 million, pardon, 1 million d'emplois. Je m'excuse, 1 million oui. d'emplois. Tout ce que je pourrais vous dire, que d'abord, il y a la crise de confiance. Et en plus, avant la pandémie et avant la pandémie, la crise, elle est toujours installée dans ce secteur. Voilà. Mais aussi avec la pandémie, elle a commencé elle s'est aggravée, en fin de compte. Moi, je voudrais retourner en détail pourquoi il y a cette crise et comment ça se passe. D'abord, la première des choses, c'est que le pouvoir d'achat n'a pas évolué, compte tenu de l'inflation, etc. Donc, il y a un problème fondamental, c'est le pouvoir d'achat. Deuxièmement, cette conjoncture qui est difficile et qui traverse justement le secteur, il vient aussi des banques qui ne financent pas actuellement la totalité du projet. C'est-à-dire, avant, les années 90 jusqu'à 2000 et 2005 et 2007, les banques financent à peu près presque 100% du prix de vente. Actuellement, ils ne peuvent pas le financer. Et il y a un problème aussi d'un apport personnel. L'apport personnel, un ménage ne peut pas prévoir un apport personnel pour justement réaliser son projet. Voilà certains éléments et aussi, il faut parler aussi des taux d'intérêt qui sont encore élevés. On ne peut pas quand même accepter un taux d'intérêt de 4,25% hors taxe avec les assurances, avec tout ça. Donc tout ça, ça génère des contraintes pour justement réaliser son projet d'acquisition. Et comme vous le savez, l'acquisition, c'est un élément vital pour un ménage et ça rentre dans notre constitution. Ce n'est pas un luxe, mais c'est quelque chose de très important pour un ménage qui vient de démarrer, etc. Je voudrais rapidement aussi parler justement des frais supplémentaires pour qu'on puisse réaliser un projet, une acquisition. Il y a les frais financiers, d'abord bien sûr les frais de la conservation foncière, les frais d'enregistrement. Bon, il y a une souplesse, la loi de finances 2021, c'est qu'il y a les 50% jusqu'à 4 millions de dirhams,
mais ça reste très insuffisant. Il faut qu'on revoie justement certaines démarches au niveau de la conservation. Il faut quand même revoir les tarifs de la conservation foncière. Avant de passer à ce point important qui est relatif aux propositions, restons dans le constat, n'est-ce pas, Mohamed Lehlo? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que dans le cadre de toutes ces incitations, parce qu'il y en a eu, vous avez parlé du manque d'incitation, il y a eu beaucoup d'incitations pour les promoteurs immobiliers. Est-ce que vous pensez que, à cause de cela, l'offre aujourd'hui dépasse largement la demande? Effectivement, l'offre dépasse largement la demande. Et en même temps, je pourrais vous dire que l'offre n'est pas adaptée à l'environnement actuellement, et surtout avec le Covid. On doit chercher justement un espace aéré, un espace qui peut justement donner le confort à un acquéreur. Voilà le problème numéro un. C'est comme ça que je pourrais justement définir ce constat et qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement parler justement de revoir justement. Je ne critique pas le promoteur immobilier parce que même le promoteur immobilier, il a des charges, et c'est comme ça qu'on doit revoir justement, on doit présenter des réformes pour essayer de soulager et d'alléger les charges d'une construction, les charges de la conservation. Même le promoteur, il est concerné dans ces phénomènes-là. Vraiment, il est concerné. Il faut qu'on revoie les choses d'une manière très, très, très sérieuse. Comme ça, on pourrait relancer le secteur. Mais actuellement, les choses ne sont pas au beau fixe. Il n'y a pas le feu vert, comme on dit. Il faut attendre. Il faut attendre peut-être dans une année. Peut-être on va essayer de voir s'il y a une reprise. Et aussi, il ne faut pas oublier que les prix sont exorbitants. On ne peut pas accepter des prix de ce genre de calibre d'un projet immobilier. Les prix sont très, très, très exorbitants. Il faut revoir les prix. Mais le promoteur aussi, il a des contraintes. Il y a le foncier qui est très cher. Il faut revoir même le foncier et la politique du foncier au Maroc. Est-ce que vous pensez avant qu'on parle encore une fois de ces pistes de sortie de crise, est-ce que vous pensez que la hausse qui a été enregistrée au premier trimestre pourrait s'essouffler, comme d'ailleurs ça a été relevé par plusieurs observateurs Justement, cet observatoire de l'immobilier qui n'a toujours pas vu le jour, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, selon beaucoup d'observateurs... Je vais vous parler... On y viendra, Mohamed Lehlo. Mais justement, est-ce que vous pensez que cette hausse qui a été enregistrée sur les 3 premiers mois de l'année pourrait s'essouffler? Non, mais vous parlez de la hausse de quoi? La hausse des demandes de crédit, les hausses de quoi? Non, la hausse des transactions. Non, la hausse des transactions. La hausse des transactions, je vais vous expliquer clairement. Oui. C'est que pendant l'année 2020, il y avait un blocage, il n'y avait pas des opérations qui ont passé. Les transactions ont été en instance. Maintenant, les notaires ils sont en train de liquider les opérations de l'année 2020. Et bien sûr, les crédits s'en suivent. C'est comme ça que l'encours a augmenté. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une demande et il y a des crédits supplémentaires. Voilà comment on peut expliquer cette évolution. L'évolution, c'est l'année 2020 qui a répercuté sur l'année 2021. On est en train d'assainir l'année 2020. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et quel impact finalement sur les prix? Vous avez évoqué les prix. Quel impact sur les prix, notamment à l'acquisition? Après, on passera au locatif. C'est une autre histoire. Je reviens toujours. Même si on baisse les prix, il y a toujours un problème qui est fondamental. C'est le pouvoir d'achat d'un ménage. Là, le pouvoir d'achat, il est faible. Il a déjà des crédits de consommation, les crédits de voiture. Et il y a tout un système. Il y a la nourriture. Il y a beaucoup de choses qui sont sur place. Donc, quand même, il faut voir les choses autrement. Maintenant, même si, et je le redis, c'est que même si les prix baissent, il y a toujours un problème. Les banques, on a parlé des banques, ils ne financent plus les 100%. Un ménage moyen, il ne peut pas financer la totalité, plutôt, il ne peut pas avoir la totalité du crédit, il n'a pas l'apport personnel, et tout ça, ça englobe une contrainte pour acquérir un logement. Très bien. C'est comme ça que je vois les choses. Mais qu'en est-il de ce référentiel des prix? Pourquoi est-ce qu'on peut s'attendre peut-être à un retour à ce référentiel des prix bientôt? Parce que c'est important quand même. Moi, je pense que le référentiel des prix a été une très bonne chose au départ. Comme ça, actuellement, les gens ont commencé à avoir une culture de black, comme on dit. Maintenant, il est suspendu le référentiel des prix. Il est suspendu jusqu'au 30 juin, si je ne me trompe pas, 30 juin 2021.
Et j'espère il va peut-être se prolonger jusqu'au 31/12 2021. Et en même temps aussi les droits d'enregistrement. J'espère que ça va encore peut-être encourager les gens à se mettre au niveau de l'acquisition. Si Mais le toutefois, référentiel, si toutefois ces initiatives, ces incitations plutôt fiscales sont prolongées au-delà de juin 2021, comme il est prévu dans la loi de finances 2021. je crois qu'il faut le prolonger jusqu'au 31/12 parce qu'on n'a pas encore une vision. La vision n'est pas claire. On essaie quand même de donner le temps aux ménages pour qu'ils puissent peut-être bénéficier de. Et on peut voir aussi le taux d'intérêt des banques parce que, comme vous le savez, le taux directeur actuellement des banques, il était à 3 et quelques, maintenant il est à 1,5. La réserve obligataire n'est plus maintenant n'est plus obligatoire. Donc, la Banque du Maroc a débloqué l'argent. Maintenant, ce que je remarquais, où sont ces liquidités? C'est ça ce que je veux savoir. Je C'est-à-dire, posais toujours la question des liquidités. Maintenant, les banques, quand il y a la Banque du Maroc qui a débloqué de l'argent aux banques. Quand il y a des dépôts, il verse le montant qui équivaut, je ne sais pas le pourcentage, je ne peux pas vous le dire, mais quand même, il y a un problème quelque part. La distribution, est-ce qu'elle n'est pas équitable? Je ne vois pas comment. donc vous Actuellement, pensez j'ai vu que tout en à l'heure. fait, justement, les banques pourraient débloquer plus de crédits, c'est cela? C'est de ces liquidités dont vous parlez. Donc, moi, je constate qu'il faut une répartition des crédits. C'est-à-dire qu'il faut revoir le pourcentage. Quand on donne un crédit dans le secteur de l'immobilier, il y a le promoteur et il y a l'acquéreur. Voilà. Il faut que les promoteurs, ils ont gagné beaucoup d'argent et puis maintenant, c'est vrai, ils ont fourni beaucoup d'efforts, ils ont investi, c'est tout à fait normal et légitime, mais il faut changer la donne. Il faut que le prêt acquéreur dépasse le prêt promoteur immobilier. Parce qu'un promoteur immobilier, quand il demande un crédit, il dépasse les 20, 30%, 40, 50%. Alors, dans du projet, donc, maintenant, il faut changer les donnes, tout simplement. Mais il faudra aussi changer les donnes du côté des promoteurs immobiliers, puisque aujourd'hui, il y a un segment qui souffre, littéralement. Bon, bien sûr, l'offre, vous l'avez dit vous-même, l'offre dépasse largement la demande sur le social, mais aussi sur le haut standing. Mais quid du moyen standing? Aujourd'hui, on se retrouve avec une offre très maigre et une demande très forte. Non, mais exactement. Je suis en train de. Pas pour le moment, il faut qu'on passe, peut-être le prochain mois. J'ai réfléchi à préparer un projet de moyen standing en rassemblant tout l'écosystème. C'est-à-dire l'architecte, le béton armé, l'ingénieur en béton, tout ce qui en suit, pour essayer de mettre en place et de faire une proposition d'un projet de moyen standing. Alors, le malheur, c'est que le moyen standing n'est pas encore valable au Maroc. Il faut qu'on trouve une solution pour que le ménage ait le moyen, c'est-à-dire pour les revenus moyens, il faut qu'on trouve une solution au moyen standing. Et ça, je réfléchis beaucoup pour essayer justement de mettre en place un système et un projet qui pourrait être étudié avec le ministère de l'Habitat. Et il faut qu'il. Mais je vais dire que bon, maintenant, il ne nous reste plus rien parce que bon, l'échéance de ce gouvernement, il va arriver, si je ne me trompe pas, à fin septembre. Il y aura les élections. Et peut-être après les élections, il y aura peut-être un nouveau gouvernement qu'il faut qu'il se penche sur justement ce secteur immobilier qui rêve un caractère très important dans le système économique du pays. Est-ce que, justement, puisque vous parlez de l'année électorale, est-ce que vous pensez que entre l'année électorale et la suspension des budgets alloués, notamment pour les marchés publics, en plus de déjà l'agonie de certains promoteurs et du manque de visibilité qui touche tous les secteurs de l'économie, dont celui de l'immobilier, est-ce que vous pensez vraiment que cette année 2021 risque d'être encore plus difficile que celle de 2020, avec son confinement et ses effets de confinement? Oui, bien sûr. C'est tout à fait normal. Ça va être toujours difficile. Hein. Tant qu'il n'y a pas des réformes, tant qu'il n'y a pas des choses qui doivent changer, on ne pourrait pas aller. Maintenant, moi, je voudrais attirer l'attention des pouvoirs publics. C'est que si on voulait faire un benchmark dans un système comme le secteur de l'immobilier, il faut qu'il nous donne le nombre de transactions par produit. Comme vous le savez, il y a plusieurs produits dans le système. Il y a le logement, l'acquisition d'un logement, un appartement. Il y a l'acquisition d'une villa, il y a l'acquisition d'un terrain, il y a une acquisition de tout ce qui est professionnel, bureau, terrain industriel, etc. Il faut qu'ils nous donnent le nombre de transactions. C'est très important pour faire une comparaison.
On n'a pas ces chiffres. On a demandé à plusieurs fois que le ministère de l'Habitat se penche sur ce problème. Il y a une seule administration qui peut nous donner justement ce facteur de ce diagnostic, c'est l'enregistrement. Parce que tout passe par l'enregistrement. Et ils nous donnent, nous voulons le nombre de transactions, comme ce qui se passe en France et dans les pays qui sont développés. Il faut qu'ils nous donnent vraiment des chiffres, et comme ça, on pourrait faire une comparaison. Est-ce que ça évolue par rapport à l'année dernière, par trimestre? Et ça pourrait donner un benchmark très important, un benchmark logique, comme on dit. Qu'en est-il des autres freins, Mohamed El-Hellour, des autres freins à la reprise, des freins qui existaient déjà avant cette crise Covid-19 et qui persistent, et quelques faiblesses qui se sont accentuées à cause de cette crise, notamment des dossiers tels que celui lié par exemple à la VEFA, qui en tout cas non seulement se sont accentués, mais ont davantage peiné le secteur. Oui, en fin de compte, comme on a constaté, c'est que la VEFA n'est pas appliquée. Mais je reviens justement à cette VEFA. Elle est très compliquée par rapport au système marocain. Elle est très compliquée. Au lieu de mettre en place une caution bancaire, du moment que le promoteur il a des crédits, il vaut mieux que la banque lui donne aussi une ligne de caution qui garantit justement les avances. Actuellement, nous avons énormément de problèmes. Il y a des gens qui ont été arnaqués. On ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé avec des détournements d'argent, etc. Il faut trouver une solution autre que la VEFA. Là, la VEFA n'est pas appliquée. Personne presque n'applique la VEFA. Exact. Voilà, c'est un frein. Maintenant, les gens, ils sont méfiants. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une crise de confiance. Maintenant, il faut redonner cette confiance aux acquéreurs. Il faut instaurer un système rigide, comme ça les gens ne peuvent plus faire des bêtises. Il y a beaucoup de projets qui sont en instance. Il y a des gens qui n'ont pas acquis leur logement, même s'ils ont payé la totalité de leur... Et ça, il faut sensibiliser les acquéreurs à ne pas faire de bêtises et à ne pas avancer avant que ce projet soit réalisé. Il y a tellement de projets. Avant, c'était possible. Avant, c'était possible. En les années 90, il y avait des promoteurs qui étaient très sérieux. Les gens donnaient des avances sur un plan, uniquement un plan. Jamais on a entendu des problèmes de détournement, etc. Maintenant, c'est devenu une coutume. Bien sûr, il y a des promoteurs qui sont à la hauteur, des gens sérieux, qui ont fait beaucoup de projets, et je leur rends hommage. Je leur rends beaucoup hommage. Très bien. Alors, puisque vous parlez de réglementation, il faudrait qu'on parle aussi de la réglementation de la profession d'agent immobilier. Il en est où, ce projet? Je sais que vous êtes un fervent défenseur de ce projet, et depuis quelques années maintenant, mais pourquoi aujourd'hui on ne dispose pas d'un cadre juridique qui puisse encadrer les activités des agents immobiliers qui peuvent aussi avoir des impacts négatifs sur une opération d'acquisition de biens immobiliers? D'ailleurs, je voudrais revenir sur ce projet de loi qui a été initié par l'Association marocaine des agences immobilières le 12 février 2014. Il a été initié par cette association en collaboration avec le ministère de l'Habitat, sous tutelle du ministère de l'Habitat. Et après avoir discuté avec le ministère, avec la direction des affaires juridiques, ce projet il a été transmis au secrétariat du gouvernement. Nous avons relancé plusieurs fois le gouvernement, le secrétaire de gouvernement, pour essayer justement de le présenter au conseil de gouvernement pour qu'il soit approuvé et il parte au niveau de la commission parlementaire. Là, c'est un frein, justement. Qu'est-ce que prévoit ce projet de loi? Rappelons peut-être ce que prévoit ce projet de loi, et pour l'agent, qu'est-ce qu'il y gagne, et aussi pour le citoyen lambda et l'État. Donc, d'abord, les conditions d'accès à la profession. Le secteur, il vit dans une anarchie totale. Il faut que les conditions d'accès, on a présenté un projet avec quand même des diplômes le bac +2, il doit avoir un bureau, il ne pas être condamné. Il y a plusieurs éléments. Au départ, c'est l'article 1 qui prévoit d'abord comment on peut intégrer cette profession. Malheureusement, on attend toujours. Je ne sais pas pourquoi. Je me pose la question. Je devrais envoyer un message au pouvoir public pour qu'il nous donne les raisons pourquoi il n'est pas approuvé.
Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand même, il fait partie de la crise aussi. Parce que l'informel, il joue un rôle qui n'est pas intéressant, c'est un négatif. L'informel joue un rôle négatif, que ce soit au niveau des prix, au niveau des beaucoup d'éléments qui jouent. Maintenant, il faut absolument que ce projet voit le jour pour qu'on puisse travailler dans la régularité, dans la transparence. Et je voudrais vous dire que l'État perd beaucoup d'argent. Parce que quelqu'un qui a sa société, il est dans les règles de l'art, etc., il paye sa TVA, il paye son IS, et c'est une perte pour l'État. Et je pense qu'il est temps, justement, que ce projet voit le jour. Et qu'il y ait aussi peut-être un barème des prestations, parce que si les gens se tournent parfois vers des agents immobiliers indépendants et informels, c'est que ça coûte moins cher aussi. Mais l'informel, il coûte aussi plus cher. Parce que les transactions ne sont pas transparentes. Il vaut mieux payer un agent immobilier professionnel. Mais si tu pars dans l'informel, il y a beaucoup de contraintes. Moi, je préfère une transaction sécurisée que de collaborer avec un informel. Il n'a pas de bureau, il n'a rien. C'est quelqu'un qui traîne dans la rue. Et puis, moi, j'ai demandé à ce que cette personne, on doit lui mettre en place un statut. C'est-à-dire un statut d'indépendant. Voilà. Un statut indépendant. Il peut travailler avec les agences immobilières. Et on peut lui donner une commission pour son service, etc. Ça, c'est très. On ne rejette pas ces gens qui ont une expérience. Parce qu'il y a des gens qui ont 5 ans, 6 ans, on leur a demandé de leur donner justement un statut d'indépendant, comme en France. Il y a des indépendants. Et ils travaillent avec les agences, ils reçoivent une commission, ils leur donnent une facture, il a une patente, et puis voilà. Tout le monde est gagnant, l'État est gagnante, maintenant tout le monde est perdant. Que ce soit l'acquéreur, que ce soit l'État, que ce soit un agent professionnel, parce qu'un agent immobilier professionnel, il perd beaucoup d'argent, il paye sa TVA, son IS, et les autres, voilà, ils peuvent peut-être accepter un montant dérisoire, mais il y a un risque. Et pourquoi il y a des détournements? Je ne vais pas rentrer dans le détail sur les problèmes qui sont arrivés sur le problème je ne vais pas évoquer le nom. Sans citer de nom. Sans citer de nom, le grand scandale, je ne cite pas le nom. S'il y avait une agence structurée, s'il y avait de la communication, personne ne peut. Et même au niveau même comment dirais-je, comment on les appelle, les spoliations. Je vais donner Si demain le projet de loi, c'est très important, si demain le projet de loi, plutôt la profession, elle est réglementée, et on exige au notaire d'accepter que l'agent professionnel agréé par l'État, le spoliateur ne s'adresse à une agence immobilière. Parce que l'agence immobilière doit faire son travail au départ. Elle doit vérifier, elle doit faire le travail avant que le dossier parte chez le notaire. Si demain, ils acceptent que l'agent immobilier, plutôt le notaire doit accepter que les agents immobiliers professionnels et agréés par l'État, je pense qu'on va éviter énormément de problèmes. Très bien. Dernière question, mais vraiment une réponse très courte. Pourquoi les prix du locatif ne désenflent pas, Mohamed El-Helloun? Voilà, on n'a pas parlé de locatif parce qu'il ne faut pas oublier que le locatif, il a pris la place de l'acquisition actuellement. Pourquoi? Je vous ai parlé tout à l'heure de l'apport personnel. Maintenant, les jeunes ménages préfèrent louer en attendant. Alors, j'ai présenté une solution, c'est que pourquoi ne pas, ces promoteurs qui s'ouvrent, qui ne vendent pas, pourquoi ne pas faire une location avec une option d'achat sur 4 ans, sur 5 ans? C'est très important. Encore faut-il qu'il y ait la loi qui encadre cela. On ne l'a pas. Mais il n'y a pas de loi, c'est juridique. Voilà. On le fait. Il y a des clients qui l'ont fait. Il n'y a pas de loi. Alors, on va revenir sur l'assurance pour vous dire qu'il faut une loi. Parce que maintenant, les propriétaires, ils commencent à louer. Il y a une demande très forte au niveau de la location. Et c'est une bonne chose. Mais les promoteurs, ils doivent penser à ce segment. Et en plus, il faut que l'État présente un projet de loi pour l'assurance sur les loyers impayés. Ça va encourager beaucoup plus les propriétaires. Et ça, je l'ai demandé il y a 3 ou 4 ans. Et ça n'a pas encore été fait. Donc, en fait, selon vous, si on applique tout cela, les prix vont repartir à la baisse? Oui, bien sûr, parce qu'il y aura il y aura une offre importante. Absolument. Voilà, merci beaucoup, Mohamed El-Helloun, fondateur de l'Association marocaine des agences immobilières, également président du pôle immobilier du Club des dirigeants. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. Merci. Et à bientôt.
Voilà, c'est la fin de Question Éco. Très bonne soirée à toutes et à tous.